Émission spéciale, invité exceptionnel dans Rocasphère. Donatas Motiejunas est avec nous aujourd'hui sur le plateau. On va faire en sa compagnie le bilan de la saison de l'ASM avant le sprint final. Entretien à suivre avec le vice-capitaine de la Roca Team. Avec 10 mots, on reviendra également sur la semaine passée. Une victoire contre Baskonia, une lourde défaite contre le Partizan. Succès en Betclic Elite à Strasbourg. La semaine des Roca Boys au programme de Rocasphère. Et puis on vous emmènera à la rencontre de Pablo Morel, l'intendant de la Roca Team, l'homme aux petits soins des joueurs qui floquent les maillots, qui prépare le vestiaire avant les matchs. Rocasphère est allé à la rencontre de ce passionné de l'ASM. Ravi de vous retrouver sur le plateau de Rocasphère, votre rendez-vous basket tous les lundis 19h50 sur TV Monaco. Avec moi, mes habitués, Johan Cherami, Ben Monclar. Comment ça va les gars? En pleine forme. Ça va très bien. Bonjour à tous. Et puis notre invité du jour, Donatas Motiejunas. 10 mots, comment ça va? Ça va, merci. Allez, on va commencer cet entretien tout de suite avec le vice-capitaine de la Roca Team, c'est l'entre-deux. 10 mots, tout d'abord, première question, comment tu te sens aujourd'hui avant de débuter le sprint final de la Roca Team avec cette fin de saison qui se rapproche? Eh bien, c'est un peu difficile. On a l'impression qu'on vient juste de commencer la saison. Et pourtant, on est déjà à la fin. Généralement, après Noël, le Nouvel An, le temps s'accélère. Il y a eu beaucoup de changements dans la saison, des montagnes russes. On a eu des difficultés en termes de cohérence avec les jeux. Je pense que c'est le défi le plus important pour le coach, mais aussi pour les joueurs. Comme vous l'avez mentionné, contre Baskonia, on a pu montrer un esprit combatif. Mais on a l'impression d'être un peu en arrière, en décalage partout. On n'a pas vraiment montré notre vrai visage, la manière dont on doit vraiment jouer. Et au lieu de sécuriser, d'être au rang numéro 2, on est plutôt en arrière dans le classement. Donc il y a quand même quelques matchs devant nous. Je pense pour l'Euroleague, bien sûr. Il y a des matchs contre les équipes autour de nous. Donc, logiquement, on a des chances de réussir à atteindre le classement qu'on veut atteindre. Mais ce ne sera pas facile. Donc, il faut être régulier, il faut trouver le rythme qu'on avait avant et finir fort. Comment est-ce que tu as vécu tous ces changements cette saison, notamment l'arrivée d'un nouvel entraîneur, les changements de système, changements de façon de jouer au basket aussi? Oui, en tant que joueur de basket pro, il faut s'ajuster autant que possible. Quand il y a un nouveau coach, on n'a pas beaucoup de temps pour huiler la machine. On a l'habitude de jouer d'une certaine manière, il y a l'entraînement. Pendant les premiers jours, on a eu un entraînement seulement, et puis après, on a enchaîné les matchs. Donc, on n'a pas vraiment eu le temps, avec le coach, d'affiner les violons. Donc, d'un point de vue tactique, c'était plus difficile. Maintenant, on s'entraîne plus et il injecte plus ses idées, sa vision du jeu, la manière dont il veut changer les choses, les positions, pour comprendre aussi davantage ce qu'il attend de chaque joueur. Et je pense que ces 2 semaines vont être cruciales pour nous, pour monter en niveau et pour finir là où on veut atteindre le classement. Je pense qu'avec la Leaders Cup aussi, pour moi, ça va être un grand défi. Je ne veux pas perdre, ça va être très difficile d'enchaîner 3 matchs en quelques jours, psychologiquement, physiquement. Mais je suis assez convaincu qu'avec ce coach, avec les joueurs, je pense qu'on va réussir à soulever le trophée. On a eu l'impression que cette arrivée du coach Spanoulis, ça l'a complètement relancé aussi le secteur intérieur qui est plus mis en avant désormais. Oui, le coach, il a des attentes spécifiques de notre part. Et il met l'accent sur ce qu'il veut atteindre, ce qu'il veut qu'on exécute. D'un point de vue tactique, c'est bien pour les petits. Bien sûr, on a
des joueurs intérieurs forts. On a notamment un meneur, un arrière en Euroleague. Donc, ça va attirer beaucoup d'attention. Mais le coach, lui, met l'accent sur l'équipe. Il faut faire circuler la balle. Il faut que personne garde la balle trop longtemps. Pour lui, peu importe qui marque. C'est important simplement de réussir à la fin. Donc c'est ça qu'il essaye de faire, de refaçonner l'équipe. Avant, jouer en isolation, on faisait un 1 contre 1. Là, il dit non, on peut parfois jouer en isolation, mais il faut faire circuler la balle. Mike James, Jordan Boyce, les autres vont avoir des résultats et ils vont être piégés. Parfois, il va y avoir des ouvertures. Et donc, au basket, la défense, elle ne sera pas aussi bonne. Il va y avoir plus d'ouvertures pour permettre des attaques. Donc, ce sera plus simple. Moi, je jouais au basket depuis que je suis jeune. On partage la balle. On se sacrifie parfois pour avoir un meilleur tir. Et ça, c'est comme ça que j'ai l'habitude de jouer. C'est plus simple. Parfois, la beauté du jeu, la victoire, c'est dans la simplicité, en fait. Johan, tu as un petit mot? Juste demander à Dimo, qu'est-ce que ça change pour les joueurs d'être entraînés par une légende? Eh bien, il sait comment gagner. Il sait comment gagner les choses qu'on n'a jamais gagnées. L'Euroleague, 3 fois l'Euroleague, c'est un champion. Donc ça en dit beaucoup. Quand on voit son parcours, quand il parle, on écoute. Cette autorité, cette compréhension du jeu, la pression qu'il exerce sur nous, on voit qu'il sait comment décrocher la victoire. Il y a une autre légende qui est avec vous, c'est Nick Calathes, qu'on commence à voir de plus en plus et qui lui aussi permet de faire briller le jeu et de vous faire briller vous aussi dans le secteur intérieur. On le voit avec son jeu de passe. Ça change aussi le visage de cette équipe. On a dit pendant longtemps qu'on n'aurait pas quelqu'un comme Nicky qui peut trouver des gens ouverts, qui peut jouer comme ça. Et le fait de l'avoir avec nous, c'était phénoménal. Sa signature, c'est fantastique. Il y a eu bien sûr des blessures, on ne pouvait pas prévoir. Donc il a été à l'arrière sur le banc pendant quelques mois, mais maintenant il est de retour et on voit à chaque fois qu'il joue, il monte en puissance et il domine les échanges. Je pense qu'avec le temps, il va s'améliorer, il va être en meilleure forme et on va voir ça au résultat. Ben, tu veux lancer peut-être 10 mots sur quelque chose? Non, mais juste dire que maintenant, ça fait 4 ans qu'il est, ça fait 4 ans que tu es au club. Tu es l'image de ce club avec Mike James. Vous êtes là depuis le début quasiment. Comment est-ce que tu envisages, toi, l'avenir? Je sais que c'est compliqué, les contrats, etc. Tu es encore jeune. Toi, est-ce que tu te projettes à rester encore très longtemps au club ou des envies d'ailleurs éventuellement? Comment tu vois les choses? Pour moi, personnellement, quand on vieillit, on veut de la stabilité. On va avoir un sentiment d'être voulu, d'être demandé. Et c'est ce que j'ai avec le président, avec le management, avec l'équipe, les joueurs, tout le monde. Moi, par exemple, j'essaye de montrer aux joueurs comment prendre soin de soi, comment faire des entraînements, comment faire certaines choses sur le parquet hors du cours. Et le management a confiance en moi. J'essaye aussi de montrer cet esprit combatif qui est le mien, de sacrifier aussi, de faire ce que je dois faire sur le cours. Et c'est comme quand j'avais 7 ans, quand j'ai commencé à jouer, et j'adore jouer. Pas beaucoup de gens peuvent dire cela. Est-ce que vous pouvez toujours jouer, exercer cette profession si vous le pouviez? Mais je dis oui, parce que moi, ce n'est pas une question d'argent. J'adore le basket. Donc c'est chouette d'être à un endroit où on se sent à la maison. Moi, j'adore être ici, à Monaco, avec les supporters, avec les autres joueurs de l'équipe, avec le président qui nous soutient à chaque match. Il est toujours là. S'il y a un problème quelconque, il va toujours essayer d'aider. Et pendant toute ma carrière, je n'ai jamais eu un président comme ça, je dois dire.
Donc ça en dit long sur la valeur qu'il accorde à l'équipe, de la manière dont il nous traite. Et moi, j'ai jamais pensé que c'était acquis, que c'était normal. Quand quelqu'un agit comme ça, qu'il ouvre son corps, on veut mourir pour lui. Vous voyez, on veut tout donner. C'est ce que j'ai toujours fait jusqu'ici, et c'est la raison pour laquelle je suis encore là ici. On parlait du futur avec Ben, on peut aussi revenir sur le passé. Tu viens d'un pays qui vit pour le basket. Quel regard tu as sur ta carrière aujourd'hui? Je ne sais pas, vraiment, pour être honnête. Il faut leur demander. Moi, j'ai quitté mon pays quand j'avais 18 ans. Et mis à part certaines années où j'ai joué pour l'équipe nationale, je n'ai pas joué pendant très longtemps là-bas. Donc, certaines personnes pourraient dire que si vous ne jouez pas dans votre pays, ce n'est pas si important. Bon, la plupart de ma carrière, je l'ai faite en dehors de la Lituanie. Je ne sais pas comment ils me perçoivent, ni comment me percevoir, en fait, comment me juger. Je sais qui je suis en tant que joueur, en tant que personne, je connais mes valeurs. Je sais ce que j'apporte au basket. Et pour l'avenir, il y a eu des conversations là-dessus. Mon but, c'est d'aider, c'est de construire quelque chose, d'aider les plus jeunes à atteindre leur but, pas seulement dans le basket, mais dans la vie en général. Et quand ce jour viendra, on pourra me voir. Mais pour le moment, je joue toujours au basket, j'y pense pas trop. J'ai des projets, mais après ma carrière de basket, on en reparlera peut-être dans 5-6 ans. On parlera des différents projets, comment aider les jeunes à s'épanouir. Je pense que pour les jeunes après moi, ils auront plus d'opportunités, ils pourront être des meilleures personnes. Tu fais partie des joueurs qui ont eu la chance de jouer en NBA. Qu'est-ce que ça t'a apporté? Alors, quand on regarde l'Euroleague, c'est un endroit où tout le monde exige des résultats. Donc, pour moi, quand j'avais 19 ans, 20 ans en fait, quand j'ai quitté le pays pour aller à la NBA, là, c'est là. Quand j'ai rejoint la NBA, la raison qui m'a poussé à aller là-bas, c'est ils vont faire en sorte que je sois le meilleur joueur possible. Ils vont me donner les infrastructures, les coachs, l'alimentation, 24 heures sur 24, j'aurai tout. Je ne vais pas vous mentir, en Europe, on est en arrière là-dessus. Surtout à l'Euroleague, tout le monde exige des résultats. La Champions League, bon, il y a des situations pour certains clubs comme Ulm qui travaillent pour développer les joueurs. Pareil pour certaines équipes françaises qui aident les jeunes à se développer, mais il n'y en a pas tant que ça. Où vous rejoignez une équipe et il y a quelqu'un qui s'occupe de l'alimentation, qui s'occupe du foncier, qui s'occupe de... Là, en fait, 24 heures sur 24, à chaque fois que vous avez un besoin, il y a quelqu'un pour y répondre. Et j'étais à la gym tout le temps à l'époque. C'est là que j'ai développé une éthique professionnelle, que j'ai compris ce qu'il fallait développer, il fallait sortir pour jouer. Je ne veux pas trop le dire, mais quand j'étais jeune, il y avait de l'alcool pendant la saison. Mais quand j'ai rejoint la NBA et qu'on jouait une saison avec 88 matchs, le corps ne peut pas le supporter. Donc, il fallait que je dise non à l'alcool pendant toute la saison. Donc, depuis lors, j'ai conservé cette manière de vivre et je ne bois pas du tout. Donc, c'est important de comprendre les dommages, les répercussions que ça peut avoir sur le corps pour faciliter sa carrière professionnelle. Donc, il y a beaucoup de leçons que j'ai tirées de la NBA. J'ai appris comment me développer, comment m'épanouir, comment réagir face à certaines situations, des compétences, des leçons. Il y a eu une courbe d'apprentissage importante. Et après cela, j'ai contracté une blessure importante après le match contre la Chine. Ça, c'était différent. Beaucoup de gens disent c'était du mauvais basket, mais les gens ne savent pas ce que c'est. Ils ne savent pas à quel point c'est difficile quand il y a eu des gros chiffres, mais c'était vraiment très difficile de jouer là-bas. Je ne vais pas vous mentir.
On joue 15-16 matchs par mois. Donc, un jour sur deux, on joue. C'est là où le bas blesse. Donc, beaucoup de gens disent que c'est une plaisanterie, mais jouer en Chine, je crois, c'était ce qui était le plus épuisant, la partie la plus épuisante de ma carrière. Parce qu'il faut tout donner. Chaque match, il faut gagner. Si vous gagnez, tout le monde est d'accord. Mais si vous perdez une fois, deux fois, alors vous sentez la pression tout de suite. Dimo, tu as été désigné vice-capitaine cette saison. On sait que tu es très investi au club. C'est quelque chose qui te parle, c'est un rôle que tu prends très au sérieux. Bien sûr. On doit représenter le club de la bonne manière, le pays aussi. Je pense que Monaco est un pays exclusif, un lieu exclusif. C'est important de bien représenter l'équipe de la même manière. Pour moi, j'essaye de me placer très haut la barre, mais aussi pour mon équipe, et ça, c'est l'objectif. Le but, pas seulement pour le management, mais aussi pour les joueurs. Il faut que Monaco, l'équipe, c'est l'endroit où tout le monde veut aller. Et je pense que c'est le cas. C'est un endroit magnifique, c'est un honneur, un privilège de jouer là où tout le monde veut aller. Il y a une raison pour cela, n'est-ce pas? Donc, comme je l'ai dit, le club continue à s'améliorer, à s'étoffer. Et vous verrez dans quelques années là où le club va aller. Je pense qu'on sera encore plus loin. On va passer sur ce qui s'est passé un petit peu maintenant la semaine dernière. Messieurs, il y avait 2 matchs au programme en Euroleague, l'un contre Baskonia, l'autre contre Partizan Belgrade. On va revenir d'abord sur cette rencontre contre Baskonia qui a été très bien gérée par la Roca Team avec 6 joueurs à plus de 13 dévals. C'était une belle victoire collective. Et on a vu un plus 16 à la mi-temps, une première mi-temps très sérieuse de la Roca Boys, magnifiée par un secteur intérieur qui a quand même fait sensation, qui a dominé Don Taol et Shima Moneke, on va en parler tout à l'heure. Et puis ces 17 passes décisives avec Mike James, Nick Calates et Matthew Strazel qui ont donné des caviars un peu à tous les copains. Donc on a vu une première grosse mi-temps, je trouve. Je ne sais pas ce que tu en as pensé, Ben, contre Baskonia. Après, ça a été un petit peu plus difficile dans le 3e et le 4e quart-temps. Mais globalement, c'était une 6e victoire consécutive. Elle était importante. Et puis voilà, on voit les caviars de Nick Calates qui commencent à en donner de plus en plus. Ça fait plaisir. Oui, je suis d'accord. Très sérieux en première mi-temps. Voilà, ils ont déroulé leur basket, ils leur ont marché dessus. Deuxième mi-temps, un peu plus compliqué, notamment l'entame du 3e. Il laisse Baskonia revenir dans le match. Et puis voilà, enfin, en face, il y a de la qualité, avec des joueurs qu'on connaît. Shima, Moneke et Don Taol qui ont fait des belles choses. Même si je trouve que le secteur intérieur de Monaco les a dominés, ils ont quand même fait des belles choses. C'était un match intéressant. Voilà, Monaco qui s'en sort très bien. On aurait aimé que ça soit un peu plus large, un peu plus facile sur cette fin de match. Ils se sont fait peur, mais au final, le plus important y était. Je pense que ce qu'on a regretté surtout sur ce match-là, c'est de voir presque une Roca Team à 2 visages. Tu vois la domination en première mi-temps et tu vois que dans le 3e quart-temps, ça se délite un peu. Après, Baskonia, ils se sont bien rebellés aussi. Mais on a envie justement de demander à Dimo comment expliquer cette Roca Team presque à 2 visages, tant la première mi-temps était maîtrisée. C'est vous qui baissez en régime ou c'est eux qui accélèrent ou un peu les deux? Je pense qu'à l'entame du match, quand on a commencé à jouer, on était très concentrés, on était vraiment dans le physique, on ne les a pas laissés faire ce qu'ils voulaient, on les a forcés à jouer notre jeu, on a dicté le jeu. Et puis, dans la deuxième mi-temps, ils ont commencé, eux, à dérouler. Physiquement, on n'était pas aussi bons. Et c'est là qu'ils ont pu commencer à courir, à faire le Spanish pick and roll, à être athlétique. Et on n'a pas pu les endiguer, les contenir. Baskonia est rentré dans ce match, ils ont repris de la confiance et puis ça, c'est ça qu'ils avaient parfaitement réussi à faire en première mi-temps, c'est-à-dire jouer leur basket, les étouffer et en deuxième mi-temps, Baskonia, ils sortent du vestiaire, ils mettent 2-3 shoots, ils prennent de la confiance et puis à partir de là, c'est plus le même match. Puis très rapidement, c'est encore Matthew Strazel et Mike James qui ont fait du bien, notamment dans le 3e et le 4e quart-temps pour redonner quelques points d'avance. 2 jours après, il y avait un autre sacré défi à relever, celui contre le Partizan et ses supporters qui sont venus enflammer la salle Gaston Médecin. C'était nombreux. Et là, pour le coup, ça a été plus compliqué donc, pour la Roca Team et aussi pour le secteur intérieur où là, ils étaient très forts du côté de Belgrade.
Oui, ben voilà, les Partisans, ils ont une équipe. J'adore cette équipe. Je les trouve hyper complémentaires. Un coach qui maîtrise parfaitement son sujet. Hein, voilà, la légende des coachs en Europe, voire dans le monde, avec ses switches un petit peu partout. Et c'est là aussi, j'aimerais avoir l'avis de Donatas. Voilà, Brandon Davis, Tyreek Jones, c'est des pivots un peu, on va dire, modernes, très véloces, très rapides. Et je voulais avoir un peu son avis, comment est-ce qu'il avait vécu ce match-up, que ce soit toi ou même Mam ou Georgios. Parce que voilà, ils nous ont vraiment mis en difficulté. Quand on regarde le match, là, on regarde la vidéo, on a vu comment on a joué. Je pense qu'on n'est pas parti avec la bonne identité, avec le bon tempo et la bonne intensité. Ils nous ont forcés à jouer leur basket. Et le début de la saison était très lent, c'était pas aussi bon. Comme vous l'avez mentionné, le coach est une légende. Ils savent vraiment comment communiquer. La psychologie des joueurs, il le maîtrise et il a bien sélectionné son équipe. Et puis, il a toujours réussi à les faire monter en puissance, à faire monter son équipe. Donc, je pense qu'on ne jouait pas de la bonne manière, pas comme on devait le faire. Je pense que physiquement, l'intensité n'était pas au rendez-vous. On n'était même pas proche de là où on devait être. Les doubles ailiers aussi. Normalement, c'est un jeu de survie. Et là, on n'y était pas, on n'avait pas l'impression d'être en mode survie là. On n'était pas au rendez-vous dans notre jeu. Et ça, c'est agaçant. Parce que c'était une opportunité pour nous de finir l'équipe la semaine comme il fallait, notamment par rapport à l'Euroleague. Donc, sécuriser notre place au classement. Donc là, on n'est pas aussi sûr. Et on ne peut plus se permettre de perdre. Ces dents dessus, ce n'est pas quelque chose qu'on veut revivre. Ça prend du temps. Parce qu'un nouveau coach doit tout retrouver les clés du jeu, doit communiquer avec l'équipe et même avec Sacha, ça a pris quelques semaines. Là, ça fait 2 mois et demi avec Spanoulis. Donc, on essaye encore de régler notre jeu, d'apprendre à se connaître les uns les autres, de savoir ce qu'on attend de nous, de ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'il veut. Donc, les petits détails à peaufiner. Mais je pense qu'on est sur la bonne voie. Messieurs, je crois qu'il est l'heure, on va prendre un petit temps mort tactique. Johan, le secteur intérieur a particulièrement brillé du côté des Monégasques face à l'un des meilleurs secteurs intérieurs d'Europe, celui du Baskonia, de Chimamoneke et d'Antaol, les anciens de la Roca Team. Oui, on ne s'est pas trompé quand on avait présenté cette équipe effectivement comme ayant l'un des meilleurs secteurs intérieurs. Il suffit de regarder les statistiques de l'Euroleague pour s'en rendre compte, avec le 5e meilleur total au niveau des rebonds. Et lorsque l'on s'intéresse au total des rebonds défensifs, ils sont tout simplement 3e. Et pourtant, les joueurs de la Roca Team ont plutôt tenu la dragée haute à Dontao, à Chimamoneke, les 2 anciens de la maison. On peut aussi penser à Tadas Sederski qui a fait aussi un petit peu de mal. Voilà, on a eu plusieurs situations où les Roca Boys s'en sont plutôt bien sortis. Illustration avec ces quelques actions. On va commencer par une double assez impressionnante de Yorgos Papadianis avec un bash déjà pour commencer. Ensuite, une transition hyper rapide. C'est une occasion qui pour moi donne un peu le ton du match. Parce qu'on a d'un côté en défense Yorgos qui vient mettre un bash, une projection rapide vers l'avant, une relation de pick and roll avec son pivot et puis derrière le dunk en attaque. Celle-là on l'a choisie parce qu'elle est impressionnante. Yorgos, on a l'impression que Chimamoneke c'est un tout petit bonhomme alors qu'il fait pas loin de 2 mètres mais il le rend petit. Et puis là toute la défense sur une autre action, la combativité de Mam Jeite face à Chimamoneke. Et de l'autre côté du parquet, la combativité mais cette fois en attaque face à Dontaol, Mam Jeite qui nous a montré tout son engagement, toute sa technique aussi, parce qu'il faut réussir à le mettre, ce panier au contact après avec Dontaol. On va regarder plusieurs actions, on les décortique pour mieux comprendre justement la domination dans le secteur intérieur. Regardez là, c'est Timothée Luwawu qui va aller pénétrer
dans la raquette. Et donc, ils sont deux au contact avec ce contre juste ici et Giorgos Papagiannis qui vient aider Alpha Diallo. Derrière, il va y avoir un contre, une projection hyper rapide. Regardez Giorgos Papagiannis comme il va tracer de l'autre côté du terrain pour tout de suite proposer une transition rapide et des solutions. Ben, je vais te demander de me rejoindre en plateau parce que là, ça va être super intéressant. Il y a une relation de pick and roll entre le meneur et donc Mike James et donc Giorgos Papagiannis. Exactement. Et puis un dunk derrière pour finir l'action. Après, on le rappelle, un bash en défense. Oui, tout d'abord, j'insiste, ouais, la course de Papagiannis est très très intéressante. Ça, c'est quelque chose de fondamental. Il vient donner de la profondeur au jeu monégasque. Il vient se coller quasiment sur la ligne de fond. L'action de transition de contre-attaque n'a pas tout de suite fonctionné, mais on voit que le Monaco ne s'arrête pas de jouer. La balle va retourner dans les mains de Mike James. Papagiannis qui va remonter pour poser un pic. Donc on va aller voir, il va aller poser cet écran ici. Et puis derrière, là, c'est Moneke ici que je vous invite à regarder. Il est complètement de dos. Là, il vient à peine de tourner la tête pour prendre l'information de savoir ce qui se passait dans l'axe du jeu. Il va être en retard et là, on va voir Papagiannis qui va plonger, personne pour l'arrêter et qui va pouvoir mettre un gros dunk. Et là, on voit Moneke et Timothée Luawu qui se regardent. Qui est-ce qui aurait dû y aller? Ça, je ne connais pas précisément les consignes de Pablo Lasso, mais sur cette action-là, il y en a forcément un des deux qui est coupable. Johan, on va passer maintenant à Hammam qui a mené la vie dure à Dantaoul sur ce match. Il avait décidé de ne pas lui rendre la vie facile. Oui, il a proposé un beau combat dans la raquette à ses deux anciens compères. On a vu la combativité sur une phase défensive avec un rebond obtenu. Là, on va s'intéresser plutôt à une phase offensive et un énorme combat. Mathieu Strazel qui va proposer une passe, ou plutôt Mam Jeïté qui va proposer une solution à son meneur aussi parce que Terry Tarpey vient proposer un écran, ce qui permet à Mam Jeïté de pouvoir attaquer la raquette. Et là, on a un énorme combat entre Dantaoul et Mam Jeïté, combat qui est évidemment gagné par Mam Jeïté avec toute sa puissance. Et puis derrière, je le disais, la technique. Ça, c'est des situations qu'on a vues pas mal de fois en première mi-temps avec énormément de combats de la part de Mam Jeïté. On en a vu aussi de la part de Giorgos Papagiannis. Voilà, c'était encore une fois présenté comme l'une des équipes ayant le secteur intérieur le plus compliqué de l'Euroleague. Et on a vu que le coach avait réussi à trouver des solutions. Voilà, c'était l'une des clés de ce match et les Roca Boys s'en sont plutôt bien sortis. Merci Johan, je te laisse nous rejoindre lors de cette rencontre contre Baskonia. Mike James est devenu le premier joueur de l'histoire à passer les 5000 points en Euroleague. Alors pour l'occasion, on a décidé de lui rendre hommage avec un top 5 des meilleures actions de Magic Mike de cette saison. Ça sera sur le troisième, regardez, tout simplement, la barre des 5000, elle est atteinte pour Mike James. Mike James dans un style acrobatique à la Mike James, en déséquilibre. Excédé par ce rebond offensif de Monaco et derrière peut-être la sanction que de Mike James qui tricote, mais Mike James qui nous fait un tour de magie. Oh là là, c'est pénible que c'est celui-là. Il est coquin, il est coquin Mike James. Non, c'est plus coquin, ça c'est être pénible. Aller chercher une 9e victoire en 14 journées. Ouais. Mike James à 3 points, voilà, ça tombe dedans le premier à 3 points ce soir. Aïe, il vous a entendu, il vous a entendu. Ah quoi? Le mec là-haut, il a dit que j'étais qu'à 3 points, tiens bing. Il y a 5 secondes. Hein. Mike James qui va s'en occuper, il veut aller provoquer la faute et il va aller marquer 2 points dans un angle impossible, Mike James. 12 points pour lui ce soir. Mike James qui fait danser la défense adverse. Mike James, c'est que l'on va retrouver dans la ligne des lancers francs. Eh oui. Qu'est-ce que vous voulez faire? Qu'est-ce que vous voulez faire? Ah ben là, sur le mismatch, Zizic, Diouf, Sangaïla peut-être un peu moins et Polonara, il risque de souffrir s'il est comme ça. Hein. 6 secondes sur cette possession. Mike James dans son duel face à Leandro Bolmaro. Il est passé la main gauche de Mike James autonome. Pas évident hein, de rentrer comme ça. Le dos va bien. Touche beaucoup de ballons, Mike James. Il touche beaucoup de ballons, Mike James. De la planche. Qu'est-ce qu'il nous a fait, avec le haut de la planche. C'est un magicien. Non, ça c'est de la... C'est quoi?
C'est de la science-fiction. C'est de la... Magic Mike, tout simplement. Un petit point sur le classement. On va vous montrer Monaco rejoint par ses adversaires directs. Monaco qui n'est plus seul troisième, en compagnie maintenant du Panathinaikos, de l'Étoile Rouge et du Bayern. C'est toujours l'Olympiakos qui domine largement cette Euroleague. Paris derrière dans les Palaces au play-in avec le Partizan qui remonte petit à petit, le Partizan de Belgrade. Le Barça et la dernière place des play-in occupée par Milan. Vous allez le voir à la 10e place. Le Real avec ses 3 défaites consécutives qui sort du top 10. L'Asvel, ça se complique également pour la qualif au play-in à la 15e place avec 42% de victoire. Et évidemment, cette dernière place de l'Euroleague, toujours occupée par l'Alba Berlin. Messieurs, on passe tout de suite à la Rocajauge. Il est temps pour nous d'élire les MVP de la semaine de la Roca Team. Je vais commencer d'abord par toi, Johan, avec... Nick Calates, je pensais que tu allais l'annoncer, pardon. Moi, j'ai choisi Nick Calates. Il avait fort à faire en l'absence de Jordan Lloyd et de Eli Okobo. Et il a une nouvelle fois montré qu'il était, ou en tout cas qu'il pouvait devenir véritablement le métronome de cette équipe. On commence à vraiment se régaler avec ses caviars, là, toutes les petites sucreries dont il a le secret. Face à Baskonia, il cumule 8 points, 7 rebonds, 7 passes D, 16 dévals. Il a été efficace des deux côtés du parquet, là, avec des passes décisives à gogo. Et puis il cumule sur 6 rebonds défensifs aussi, c'est précieux quand même. On peut regretter son 0 sur 3 à 3 points, mais globalement, il a réalisé un vrai bon match. Voilà, il a dicté le tempo, il a organisé le jeu. Et puis, face aux Partisans, il a été l'un des seuls à surnager. On l'a dit, ça n'a pas été forcément un très bon match des Roca Boys. Il termine avec la meilleure évaluation. Je vois que tu n'es pas d'accord, Ben. Ça tombe bien, on va pouvoir en parler. Mais malgré tout, il termine avec 14 points, 6 rebonds, 6 passes D, la meilleure évaluation de son équipe, quelques petits caviars. Voilà, ça reste malgré tout mon MVP de la semaine. Il n'a pas joué en Betclic Elite, il a été préservé par son coach. Mais sans Jordan Lloyd, sans Eli Okobo, il a montré qu'il était précieux et qu'il avait énormément de responsabilités dans cette équipe. Ben, toi, tu veux mettre en avant un joueur qui revient petit à petit là. Oui, moi, c'est Alpha Diallo. Voilà, moi, je le trouve... ça fait déjà 2 semaines, la semaine précédente aussi, il avait été très bon. Au-delà des chiffres, hein, voilà, il met 13 points, 15 points, de l'évaluation, toujours des rebonds. Et moi, c'est surtout dans l'impact. Il se charge toujours du meilleur joueur en face défensivement. Voilà, regardez, là, c'est Moneke, hein, il le met sur les fesses. Ce joueur-là, il est très précieux pour le collectif de Monaco. Et quand il met des 3 points comme ça, il devient un des meilleurs postes 3 d'Europe. Donc je voulais mettre un petit peu de lumière sur ce joueur de l'ombre dont on ne parle pas tout le temps, autant qu'il le mérite. Et voilà, et non, je ne suis pas d'accord avec Nick Calates. Pas les artistes. Non, mais Nick Calates, il a été fabuleux. Moi, ce qui m'a un peu dérangé sur le match du Partizan, c'est ses 6 balles perdues. Pour un joueur comme ça, c'est beaucoup trop. Donc oui, il fait beaucoup de passes d'ess, mais contre le Partizan, il y a ces 6 balles perdues qui me font un petit peu grincer des dents. Et voilà, Alpha Diallo, il le mérite amplement. Et comme je le dis, voilà, il est toujours dans le combat, toujours dans le physique, il pèse sur les adversaires. Dimo, je sais que c'est toujours particulier de dégager un nom plus qu'un autre parmi ses coéquipiers, mais est-ce que la semaine dernière, il y a un joueur que tu voudrais mettre en avant? Toi? Non, si je peux, je parlerai de Alpha Diallo et de sa situation. Je ne jugerai pas sur ces 6 paires de balles parce qu'il est sorti pendant un certain temps, il avait une blessure, il est revenu. Et quand on revient en milieu de saison, rejoindre une équipe qui travaille déjà bien, il faut retrouver le rythme, il faut savoir comment aider l'équipe. Parfois, le jeu a l'air 10 fois plus rapide que dans la réalité. Donc, il faut au début s'adapter. Au début, on est un peu fébrile. Et il a dû trouver ce rythme. Et c'est pas comme s'il va perdre 6 balles à chaque match. Ah, vous parlez de Calates, je croyais que tu parlais d'Alpha. Ouais. Désolé, pour moi. Alpha Diallo play great. Bon, bah pour la deuxième fois, notre ami Ben va se retrouver avec notre invité. Ils sont ensemble. On va devoir départager. Mais Nick, c'est la même chose, vous savez. Il est sorti aussi. C'est la même chose, il a été absent. Ça vaut aussi que pour Alpha Diallo. Il faut s'adapter. Allez, il ne peut y avoir qu'un seul MVP. On va donc vous départager, messieurs. Voilà. Ben, tu es avec Dimo.
Tu veux pas jouer avec moi, toi? Ah bah moi je connais déjà les vainqueurs. Bah justement. J'ai les réponses. On va vous départager autour d'un jeu, c'est le retour des maillots. 9 joueurs de Monaco à trouver en fonction des maillots qu'ils ont portés par le passé. C'est un questionnaire de rapidité. Je suis pas bon. Questionnaire de rapidité. Donc le premier qui trouve le joueur en question avec ses maillots remporte le point. On va pouvoir commencer dans 3, 2, 1. Allez, c'est parti. Premier joueur à trouver. Tac, tac. Où est-ce CSK. C'est bien, j'en ai. Moi non plus. Bana. CSK. Du Galet. C'est facile normalement. Normalement, c'est censé être le plus évident. C'est dans cet ordre-là? Oui. Et il a joué à Monaco avant? Non. Il y est maintenant? Oui. C'est les joueurs actuels de Monaco. Ah, c'est les joueurs actuels. Mike James? Mike James, évidemment. CSK. Premier point. Allez, suivant. Ah, mais je pensais que c'était après 15. Nick Calates. On passe au suivant. 2-0 pour la team Alpha Diallo. Le troisième joueur va arriver. C'est parti. Eli Bokovo. Allez, un petit dernier. Il y a déjà 3-0. Alors. John Lloyd. Et Jordan Lloyd. Oh là là, ça va très très vite, ça dégaine très vite. Pas de chance, Johan. Ils étaient 2 contre 1, on va dire que c'est ce qui a fait la différence. C'est donc Alpha Diallo qui sera élu MVP de la semaine de la Rocasphère. Cette semaine, on vous propose de partir à la rencontre d'un membre du staff que tu connais très bien, Dimo. Son rôle est prépondérant au sein d'une équipe. Il est aux petits soins. Là, voilà, on vous voit ensemble dans le barco, tous les deux. Il est aux petits soins des joueurs, toujours sur le qui-vive. Je parle donc évidemment de Pablo Morel, l'intendant, lui qui travaille avec Lucas Damo. Nos équipes sont allées à sa rencontre. On a pu le suivre sur une journée à Gaston Médecin, mais également en déplacement. Le sujet est signé Sylvie Ferreira. Images d'Anthony Casal et Florian Cristini Tadei. Au montage, Laurent Lopopolo. Le sport, c'est ma passion et c'est le moment le plus intense, entre guillemets, de mon travail. C'est 2 ou 3 minutes qui s'écoulent pendant la présentation. C'est le passionné qui est heureux, comme du coup c'est son métier, de pouvoir vivre à travers eux sa passion. À chaque joueur, je souhaite bon courage ou bon match et on se tape dans la main. Et après, à ce moment-là, pour moi, c'est vraiment là que le match commence. Je suis intendant depuis 2 ans et 3 mois maintenant. C'est une partie du travail que je faisais avant de rentrer à l'AS Monaco Basket. Et on fait ça pendant plusieurs années avant, c'est pas quelque chose qui me dérange, j'aime bien, et de faire des maillots pour des sportifs, c'est pas désagréable en soi. Sous la main, je pense qu'avec tous les maillots qu'on a ici, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui aimeraient bien pouvoir rentrer et prendre ceux qu'ils veulent. Là, chaque joueur doit avoir donc 2 maillots, un short, un surmaillot. Il faut être sûr que tout le monde ait tout pour que si jamais il y a un souci, que le souci soit réglé le plus rapidement possible. Pour moi, oui, c'est un moment où c'est calme, parce que ici on n'est que tous les 2, et en déplacement je suis seul, et oui, pour moi c'est un moment, c'est l'un des moments les plus calmes de la semaine. Je pense que l'intendant est là pour les joueurs en soi. Savoir comment ils sont quand ils arrivent ou quand ils repartent, ou si ça a changé dans la journée, et savoir être à leur écoute. Pour moi, c'est un privilège, oui, d'avoir la chance de travailler
avec des sportifs professionnels et les aider à être le plus tranquille possible le jour des matchs, et même si c'est pas un jour de match, mais qu'eux n'aient entre guillemets rien d'autre à penser que leur basket. Je suis persuadé qu'ils savent tous qu'on donne beaucoup, puisque je ne suis pas seul, en l'occurrence je suis seul en déplacement, mais pas toute la saison. Et oui, mais honnêtement, ils nous le rendent très bien. He's one of the best human beings I've ever met. He works tirelessly behind the scenes. I've been on a lot of teams, and he's by far the best equipment manager I've ever had. He's a great person. He brightens the room when he comes in, and every player would love to have a guy like that on the club. Il est attachant, tout le monde l'aime. Il me rend la tâche tellement facile au quotidien. C'est un amour, comme je dis. C'est la famille, c'est le sang. Du coup, le match est vécu différemment et on essaye d'être le moins visible possible, mais d'être toujours là. Il faut être attentif à tout, à ce qui se passe sur le terrain, observer les joueurs, savoir s'ils vont sortir ou pas, parce qu'ils ont faim ou soif, ou il faut être attentif à tout. Et pour moi, c'est la partie la plus intense de la semaine. Tout ce que je vois, si le score est serré, je suis stressé comme quand j'étais simple supporter. C'est exactement pareil, sauf que maintenant, du coup, c'est mon travail et je suis encore plus peut-être stressé qu'avant. Pablo is a great guy to have. He really takes care of us. Every time you see Pablo, he has the same face. Never a dull moment with him. Always smiling, always joyful. And we love to have him around. C'est la fin du match, on a fait le linge est sec, nous allons le redescendre et la journée se termine. Et demain on se part en déplacement, ce soir c'est fini pour moi et demain matin quand on arrive je préparerai la malle pour partir en déplacement. Dimo, peut-être un petit mot rapide sur Pablo. Est-ce que tu as des petites habitudes toi avec lui ? Bien sûr, j'ai une relation très spéciale avec lui comme tous les autres. D'abord, je voudrais bien le dire haut et fort pour ceux qui ne le connaissent pas. C'est vraiment quelqu'un au grand cœur. Si vous connaissez quelqu'un qui aime Taylor Swift, sachez-le, c'est un Swiftie. L'année dernière, il est allé au concert de Taylor Swift. Et je devrais le savoir, il était bien devant pour que tout le monde le reconnaisse. Mais pour être honnête, il a un grand cœur. C'est l'une des personnes les plus gentilles avec lesquelles j'ai été amené à jouer, à travailler. J'ai aussi une belle relation avec tous les autres, mais je crois que parmi tous les intendants, Pablo a amélioré beaucoup de choses depuis son arrivée. On n'a jamais besoin de demander les choses 2 fois, 3 fois. Il est très dévoué, très professionnel. Et il y met tout son cœur. Vraiment, au service de l'équipe. Beaucoup de joueurs disent des choses ô combien bienveillantes à son sujet et il les mérite. Et je pense que aussi c'est un Swiftie, il mérite d'être un Swiftie. Donc attention, si vous avez des billets pour lui, aussi en backstage, ce serait bien pour lui. Le prochain rendez-vous basket sur TV Monaco, ce sera donc le 27 février après la trêve internationale. Milan-Monaco, commenté par Colin Bourgeat et Laurent Sierra. Coup d'envoi à partir de 20h30, prise d'antenne 15 minutes plus tôt à 20h15. Dimo, merci d'avoir répondu présent aujourd'hui. On te souhaite une très bonne fin de saison. Merci de m'avoir accueilli sur votre plateau, c'est très sympa. Merci pour le soutien. Vous voyez qu'on a un planning chargé, donc on a vraiment besoin de votre soutien. Johan, Ben, merci. Merci à tous. Merci à vous. Merci à Dimo. Donatas, super.
On se retrouve donc dans 3 semaines. Pas de Rocasphère les 2 prochaines semaines pendant la trêve internationale. On vous a préparé des best-of sur ces 2 prochains lundis. On se retrouvera donc que le 3 mars pour un prochain épisode de Rocasphère. On se quitte avec notre Magic Moment de la semaine. Ce buzzer beater signé du Français Evan Fournier lors du choc entre Barcelone et l'Olympiakos. Bonne semaine à tous sur TV Monaco. Ce shoot. The scoop and score. Got it! No, he didn't.